L'identité est désormais instrumentalisée et utilisée à des fins lucratives. Avoir une plateforme qui ne fait que diffuser de l'information, c'est bien, mais si elle manque de mordant et d'impact, alors cela signifie que nous faisons plus de mal que de bien. La prochaine décennie sera très transformative. Rajan Singh Nasran, le fondateur du réseau indien mondial, comment l'intelligence artificielle transforme la société, bien sûr, le journalisme, la diplomatie, ainsi que les diasporas. Si l'intelligence artificielle et les algorithmes ont la capacité de vous donner uniquement l'information que vous voulez voir, cela vous maintient dans cette bulle d'activité. Mais ce que nous perdons alors, ce sont des conversations ouvertes qui peuvent réellement changer notre façon de voir le monde. Comment pouvons-nous réellement rassembler les communautés pour dire pourquoi ne pas s'attaquer à des problèmes comme la traite des enfants, les lois autochtones? C'est là que nous devrions aller en tant que communauté. Au contraire, nous prenons la direction opposée. Bonjour à tous. Mon équipe et moi avons créé des contenus et histoires qui informent, inspirent et apportent une réelle valeur ajoutée. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vérifier que vous êtes abonné. C'est la façon la plus simple de soutenir notre travail et de rester informé de chaque nouvelle sortie. Rejoignez-nous dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Appuyez sur s'abonner et restez à l'écoute de nos nouveautés. Bonjour et bienvenue sur Dinis Guarda, le podcast YouTube qui accueille à nouveau des personnalités internationales de haut niveau, changer le monde et examiner, je dirais, la dialectique entre les affaires, la technologie, la culture et les industries créatives. Et comment nous combinons tout cela. L'une des choses qui nous a beaucoup enthousiasmés, c'est la façon dont nous avons mis en avant des personnalités mondiales très diverses. Et j'ai cette expression, chaque être humain est l'humanité, mais il y a beaucoup d'humanité en chacun de nous qui nous emmène dans des directions différentes. Cette émission est une fois de plus produite et créée en partenariat avec les publications et organisations citiesabc.com, businessabc.net et usdomi.ai. Et fait partie de tout cet écosystème de personnes qui nous écoutent à travers le monde et qui sont les bienvenus dans notre série. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de recevoir quelqu'un que, je dirais, on ne peut pas mettre dans une case et qui apporte une grande diversité et des capacités de polymathe. Donc, je souhaite la bienvenue dans la série à Rajan Singh Nasran, qui est un explorateur, journaliste, poète et entrepreneur mondial britannique d'origine indienne. Avec plus de 15 ans d'expérience, il a voyagé à travers le monde, traversant 75 pays. Et l'une des choses merveilleuses dans son travail, c'est la façon dont il documente les réalités de première ligne. Et aussi, il a interagi avec certaines des figures les plus influentes qui façonnent le monde aujourd'hui. Rajan s'est rendu dans des endroits comme la Sierra Leone pendant la crise d'Ebola, à travers des situations d'ostracisme et dans des régions très instables, risquant sa vie. Il a également traversé des zones frappées par des ouragans de catégorie 5 et discuté avec des vice-présidents, chefs tribaux et dirigeants d'entreprises, de la forêt tropicale à la salle de réunion. L'une des choses dont nous allons parler, bien sûr, c'est qu'il est le fondateur du réseau indien mondial. Il existe un écosystème multiplateforme qui met en avant la diaspora indienne mondiale et renforce le dialogue international à travers différents ponts entre les gouvernements et les institutions. Et à travers 49 pays grâce au réseau indien mondial Jina Jin. Il a également créé son propre podcast primé avec des pages de destination et des séries éditoriales. Et cette plateforme est incroyable pour toutes les différentes capacités de contenu, la richesse et la diversité des expériences. La liste est longue, ce ne sont que quelques points forts. Rajan a également été impliqué dans de nombreux domaines, notamment dans la façon dont nous considérons les gouvernements et les institutions, ainsi que le fonctionnement des corridors commerciaux et des différents réseaux à travers le monde. C'est un sujet que je suis très enthousiaste de discuter aujourd'hui. Donc, Rajan, la liste n'est plus là et c'est un plaisir de vous avoir ici. Non, le plaisir est pour moi, mon cher, je suppose que c'est de mon côté. Être de l'autre côté du micro cette fois est surréaliste, mais je sais être entre de bonnes mains. Et félicitations à vous et à votre équipe pour l'écosystème précis que vous avez développé.
en aidant aussi à changer la façon dont nous nous regardons les uns les autres et à redonner vie aux histoires humaines porteuses de sens. Je suis enthousiaste. Fantastique. Je veux donc commencer par les bases, à la fois par une aventure et aussi par une richesse de connaissances qui est assez unique. Alors, où tout cela a-t-il commencé? Parce que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut mettre dans une case. Parce qu'il y a tellement de diversité d'expériences, de passions, ainsi que de parcours professionnels dans les affaires et la technologie. Oh, je veux te ramener à une scène de ma jeunesse qui l'illustre bien. Je suis né à Handsworth, Birmingham, donc très loin de la bourgeoisie de n'importe quel quartier. Et pour ceux qui connaissent le Royaume-Uni, en particulier Birmingham, ils sauront exactement quels sont les défis là-bas. Quand j'étais plus jeune, dans mon salon, j'ai grandi en écoutant à la fois Jim Reeves à la radio et le travail de Jess Saib à un moment donné. Ma mère est née aux Philippines, mon père au Pendjab, Inde. Donc, comme vous pouvez le dire, j'étais presque un Indien mondial avant de devenir l'Indien mondial. Parce que nous avons ce croisement de cultures. Et en grandissant, il y avait ce globe en marbre dans la pièce et j'avais l'habitude de le faire tourner comme Indie Kick le fait. Où que je posais mon doigt, je disais « ce sera ma maison » sans savoir que cela prédirait l'endroit de mon avenir. Donc je pense que c'était Ombas. En grandissant, j'ai toujours eu le désir de voir le monde. Et en grandissant, comme beaucoup de Sud-Asiatiques, on voit le bon, le mauvais et le franchement inacceptable. Laid. En ce qui concerne la culture, l'identité et la façon dont cela déraille, dans la manière dont nous marginalisons les autres individus. Mais plus important encore, comment cela vous captive presque au point de dire « eh bien c'est ça la vie ». Donc en grandissant, je voulais changer cela. Je me suis dit, je ne peux pas rester ignorant, je dois voir le monde tel qu'il est. Il doit y avoir une raison à la façon dont les choses fonctionnent, et je pense que le portail d'entrée y était. C'était simplement une nécessité de quitter Birmingham, mais plus important encore, de presque découvrir ce que cela signifie d'être un être humain dans le monde en général. Tu vois, Alors, laisse-moi te poser quelques questions. Donc, à partir de la diversité de tes premières années et, comme je l'ai dit, de ta mère à ton père, qui viennent de mondes très différents, comment cela se reflète chez toi? Et aussi, bien sûr, Indien-Britannique, je sais que ces dernières décennies ont été assez différentes. Le Royaume-Uni devient très indianisé, disons-le comme ça, mais ce sont des perceptions très différentes. Et tu as mentionné le Pendjabi, qui est aussi très fort en termes d'identité culturelle. Donc, je veux aborder ce point parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont dans leur propre culture, ce que j'appelle le système d'exploitation de leur propre culture. Mais toi, tu as en quelque sorte une multidisciplinarité du système d'exploitation, disons-le comme ça. absolument. Écoute, je pense que oui, c'est ça. Une chose que j'ai comprise avec les voyages, c'est qu'au début, on voit le monde comme on est, pas comme il est. Tu sais, j'ai grandi dans l'ignorance, c'est la réalité. Ignorant dans la mesure où mes parents savaient ce qu'ils savaient. En fonction de l'exposition et des expériences qu'ils avaient eues, mon système d'exploitation a pu s'améliorer dès que j'ai commencé à voyager. Que ce soit à l'université à Canterbury pour suivre un cursus très spécialisé, puis partir en Italie à Turin et étudier les choses que j'ai étudiées. Plus j'avais de contact avec le monde, plus mon système d'exploitation s'élargissait. J'ai compris que l'identité n'est pas ce chemin fixe que beaucoup, surtout les Sud-Asiatiques, croient. Pensons-nous que l'identité soit une cage? C'est une prison avec des barreaux fixes, un plafond fixe et un sol fixe, et que Dinis Guarda influence tout. Cela influence la façon dont nous vivons nos vies, la nourriture que nous mangeons, jusqu'aux personnes que nous épousons, et jusqu'à la manière dont nous regardons les autres. Et cela influence toute l'expérience humaine que l'on peut avoir. Mais cette identité ne devrait pas être statique, elle est en mouvement constant, elle évolue sans cesse et grâce au voyage, j'ai pu m'en rendre compte. Oui, vivre une expérience de mort imminente aide car cela remet la vie en perspective. C'est la fragilité de la condition humaine. Mon système d'exploitation a été mis à jour car on réalise qu'il y a bien plus dans le monde. Et en tant que Sud-Asiatique, je pense que parfois nous utilisons la culture soit comme un bouclier d'un côté, soit comme une arme de l'autre. Mais si quelque chose comme la culture n'est jamais examiné, si nous ne nous écartons jamais vraiment et ne plongeons pas profondément dedans, alors au final, nos vies seront contrôlées par une main cachée, dont nous avons toujours eu la clé. Et je pense que c'est vraiment important maintenant, plus que jamais, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, où l'on voit l'instrumentalisation de l'identité à travers le monde. Que nous réfléchissions davantage pour vraiment expérimenter le sens de la liberté, Dieu.
On dirait que c'est une heure très philosophique, n'est-ce pas? Mais j'espère que cela mettra un peu en perspective pourquoi je fais ce que je fais, ainsi que l'essence qui se cache derrière. Donc, tu abordes l'un des aspects que tu as, c'est que tu as été coach mental pour l'équipe olympique indienne et tu as un parcours assez riche sur le plan spirituel et académique et tu es aussi poète, donc je veux aborder cela également. Comment choisis-tu cette expérience en particulier pour construire ce que tu fais en ce moment? La façon dont tu travailles, collaborer avec des performeurs d'élite, dirigeants politiques, entrepreneurs et communautés de la diaspora mondiale. Donc, la question est de savoir comment j'ai compris cela. Quel a été le fil conducteur qui a tout déclenché? C'est une question vraiment intéressante. Écoutez, j'ai grandi dans un foyer, probablement comme beaucoup de vos auditeurs et téléspectateurs, où la culture, la tradition et la religion étaient presque entremêlées comme un cocktail mortel. Et donc j'ai vu des choses comme la violence domestique en grandissant, pas directement avec mes propres parents, mais dans le cercle extérieur. Je pense que cela te rend plus réfléchi et capable de percevoir l'ambiance avant même d'en prendre conscience. Pour diverses raisons, je crois que cette perception m'a aidé à saisir presque toutes ces subtilités. J'ai aussi eu la chance que maman soit née aux Philippines, donc si quelqu'un était malade chez nous, le remède, c'était d'avoir une bougie de la Vierge Marie. Du genre à la brûler sur ton ventre, tu vois? Et donc, avoir ce genre de mère s'est avéré très utile. Parce qu'elle s'intéressait à des choses comme le Reiki, elle adorait des choses comme la thérapie de régression. Donc, sans le vouloir, quand on a une mère qui, à 7 ans, vous demande presque quelles sont tes pensées sur ce texte? Ne pas juste répéter, mais demander. Qu'en retiens-tu? Cela rééduque ton cerveau à mieux comprendre. J'ai eu beaucoup de chance qu'à ce moment-là, maman ait alors décidé de m'emmener. Impliquée dans un groupe au Royaume-Uni qui s'appelait la Psychic Research Foundation, dirigé par un homme nommé John Starkey. Et donc, ce n'était presque pas comme la série Stranger Things d'aujourd'hui à la télévision. Mais ils m'ont amené ici et j'ai pu découvrir la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, la guérison et ces principes quasi métaphysiques dès mon plus jeune âge. Et puis j'ai aussi rejoint le temple Shannon. Ma coupe de cheveux actuelle n'a rien à voir avec ça, c'est juste une coïncidence, mais j'ai rejoint ce temple. Et cela m'a appris un peu plus sur la façon dont la guérison et les subtilités tabulaires fonctionnent. Donc je pense que j'ai grandi avec ça, presque comme une conséquence d'avoir vu certaines choses quand j'étais plus jeune. Cela m'a aidé à comprendre mon monde intérieur avant d'appréhender l'extérieur. Et donc que ce soit par chance, par destin ou simplement par pure force de caractère. À partir de là, c'était quelque chose qui a été autorisé à se développer. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance que mes parents soient assez libéraux pour l'époque des années 80 dans laquelle je suis né. Pouvoir être plus expérimental dans mes idées sur le monde a vraiment fait une grande différence, vous voyez? Si vous observez mon travail actuel, ce fil conducteur persiste. Beaucoup des questions qui sont posées dans des régions éloignées, que ce soit en Syrie pendant la crise Ebola ou lors d'une rencontre avec un milliardaire, consistent à poser des questions qui sont plus profondément humaines. Plus que simplement regarder les éléments commerciaux. Parce que je pense que c'est la seule chose que nous ayons, vous savez, c'est cette idée d'humanité. Nous n'allons rien emporter avec nous lors de notre prochain voyage. La seule chose que nous avons apportée dans ce voyage, c'est notre capacité à ressentir, ou les expériences et souvenirs qui nous guideront. Et donc, apprendre cela dès un plus jeune âge aide en quelque sorte. Cela permet de mettre en perspective ce qui est réel, ce qui est nécessaire, ce qui est vrai et tout le reste qui se passe. Les choses périphériques sont juste des choses agréables à avoir, mais est-ce que cela équivaut vraiment à notre parcours humain sur cette planète? C'est très spécial. L'une des choses fascinantes aussi, c'est que tu as voyagé dans 7 à 70 pays et que tu as rencontré beaucoup de personnes différentes. Tu as, comme je l'ai mentionné auparavant, vécu une sorte d'expérience de mort imminente dans des environnements très risqués. Parle-nous de ça. En tant qu'aventurier, j'aime aussi voyager ainsi, mais aussi comment cela influence ta vision des affaires, ta façon de voir ton propre mode de vie, aussi comme écrivain, journaliste, explorateur et homme d'affaires. Oh, je pense que ma mise en garde est la suivante. Si quelqu'un dans votre public a besoin de quelqu'un pour réserver sa destination de lune de miel, ne me demandez surtout pas. Vous savez, je suis probablement de loin la pire personne pour ça. Je pense que chaque expérience a été merveilleuse, n'est-ce pas? Le fait est que, disons-le comme ça,
Vous avez entendu cette expression? Le calme avant la tempête, tout le monde en a entendu parler, n'est-ce pas? On ne comprend vraiment cela qu'en regardant l'œil du cyclone. Je me souviens d'avoir été à Saint-Christophe et vous savez, avoir un ouragan de catégorie 5, c'est fou, mais en avoir 3 consécutifs de catégorie 5, c'est presque une expérience unique dans une vie, et donc ces choses-là vous apprennent presque que l'identité est certainement créée par l'homme. Parce que quand vous regardez cette mer grise qui s'approche de vous, quand il n'y a aucun animal que vous pouvez voir ici, où le monde devient implicitement silencieux pendant ce moment-là, et quand vous réalisez que vous ne pouvez pas fuir cela, vous devez simplement l'accepter. Mon Dieu, ça vous rend humain parce que tout à coup, vous ressentez chaque chose. Et donc, ça m'aide presque à me reprogrammer pour me dire que la vie est vraiment fragile. Je me souviens, j'étais en Sierra Leone pendant la crise d'Ebola et là-bas, vous rencontrez des gens. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué. L'une des grandes scènes, c'est qu'il y a un homme qui m'a sauvé la vie en Sierra Leone, Amadou, et il m'a parlé de la guerre civile et de la brutalité de cette guerre en Sierra Leone, qui nous enseigne quelque chose sur le pardon. Parce que, et c'est la même chose au Cambodge, où il y avait un homme à qui on avait coupé la main et il a dû partager un taxi avec cet homme, qu'il avait réellement fait de nombreuses années plus tard. Mais au lieu de se laisser envahir par la colère, au lieu de se laisser envahir par la haine, cet homme l'a fait. La plupart des sociétés devraient s'inspirer du pardon, non pas oublier, mais accorder un pardon profond. Quand ta vie n'est pas alignée pour cela, alors tu entends ces histoires, et cela rétablit presque ce que cela signifie d'être humain pour toi. Tu ne peux pas t'en empêcher, ces histoires te hantent, non? Et Madou, il m'a raconté des histoires sur ce qui se passait pendant la crise d'Ebola, et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui en étaient victimes. J'ai aussi vu beaucoup de fraudes et de corruption qui avaient lieu. J'ai pu interviewer tout le monde, depuis le président de l'époque, Ernest Bai Koroma, jusqu'aux ministres et aux grands chefs d'entreprise. Et tu te rends compte qu'il y a tellement plus que ce que l'on voit, et tu finis presque par l'apprendre. Ce qu'on nous dit souvent dans les médias n'est pas forcément la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ce sont des récits collectifs qui, d'une certaine manière, modifient la façon dont le public perçoit les différents pays. Et donc, cela m'a encore appris que, en réalité, nous méritons mieux en tant qu'êtres humains. Plus nous pouvons en apprendre les uns sur les autres, plus nous pouvons comprendre les nations que nos communautés appellent leur foyer, plus nous pouvons disséminer ces idées de stéréotypes. Encore une fois, tout revient à l'histoire humaine. Eh bien, la société n'en sera que meilleure. Et donc, chaque expérience que j'ai eue, chaque exposition de cette manière dans plus de 75 pays, cela te met au défi, cela te change. Jusqu'à ce que je rentre chez moi dans les merveilleuses rues de Birmingham qui comptent plus de canaux que Venise. Mais moins de bon sens et de choses sensées. Vous commencez à réaliser que cette main cachée de l'identité est ce qui a vraiment affecté les gens pendant de nombreuses années, voire pour des générations à venir. Ces expériences m'ont façonné et ont aussi contribué à former le réseau indien mondial. Pour dire, allez, vous savez, nous devons regarder le monde différemment. Nous devons nous ouvrir à des conversations ouvertes, même si elles sont tabous, mais nous devons avoir ces conversations maintenant plus que jamais. Nous savons que l'intelligence artificielle progresse fortement et qu'il circule beaucoup de fausses informations. Mais plus important encore, la rupture même de ce qui fait notre identité humaine est désormais utilisée comme une arme et sert maintenant à générer du profit. Donc, la division augmente tout comme le profit. À moins de parler de ces expériences et de redessiner le monde ainsi, Dieu sait où nous serons dans 10 ans. Donc avant que tu partes, plongeons profondément dans cette grande chose. Je veux toucher ce que tu as créé. Alors allons sur le Global Indian Network GIN. C'est une plateforme qui touche plus de 100 millions de personnes. Et quoi? Tout d'abord, qu'est-ce que le Global Indian Network? Il ajoutera également les liens vers tous les sites web pour nos auditeurs. Comment ça fonctionne? Et aussi, comment tu l'as créé et est-ce que nous en tirons profit? Oui, d'accord, alors disons-le comme ça. Tu sais comment il y a des Indiens partout dans le monde? Tu sais, il y a 2 choses certaines. Dans n'importe quel pays où tu vas, tu verras des pommes de terre et tu verras des gens qui me ressemblent. En tant que communauté, nous sommes présents partout dans le monde, bien plus nombreux que beaucoup l'imaginent. C'est dû à plusieurs raisons. D'abord, l'engagisme a dispersé les gens mondialement, à cause des Britanniques, mais deuxièmement, c'est aussi à cause des relations commerciales. Vous savez, depuis Oman, en passant par le Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui des endroits comme l'Uruguay,
La communauté a grandi et s'est répandue, mais seuls certains ont vraiment réussi en affaires et en politique. Il y a un problème. Et le problème, c'est que nous ne savons pas grand-chose les uns des autres en tant que communauté. Les gars du Malawi n'ont aucune idée de ce que font ceux de Malaisie, et c'est pareil de Suriname à Singapour. Donc, depuis presque 20 ans, j'ai parcouru le monde pour donner vie à ces histoires. Pour dire, eh bien, pourquoi ne pas redécouvrir davantage les uns les autres et examiner les idées qui entourent l'identité. Mais commencer presque à réparer et à ajuster cela. Nous pouvons ainsi étudier de meilleures relations, améliorer les affaires dans certains pays et voir comment les gouvernements attirent des investissements directs étrangers, mais surtout comment réimaginer le monde dans son ensemble. C'est ainsi qu'est née la base du réseau indien mondial. J'ai commencé à assembler tout cela après avoir travaillé au Daily Telegraph, puis à l'Indian Express, où nous avons réalisé de grands reportages. Et ils observent ces nations. Puis tout à coup, comme tout le monde le sait, le Covid est arrivé et tout s'est arrêté, tous les déplacements ont été suspendus. Un très bon ami, Corvinda Gir de Goodness, gracieusement à la British Broadcasting Corporation, m'a dit « Rajan, tu as toutes ces histoires du monde entier à chaque fois que tu reviens. Pourquoi ne lancerions-nous pas un podcast? Pourquoi ne fais-tu pas une interview en podcast avec ces gars-là ?» Donc, sans rien savoir sur l'utilisation d'un micro, et n'étant certainement pas l'exemple type d'un employé de Microsoft d'origine indienne. Tu es doué en technologie? Je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai approché tous mes amis rencontrés lors de mes voyages en leur disant que je voulais lancer un podcast. Et le but principal de tout cela est de permettre aux gens de mieux se connaître, mais aussi de leur faire comprendre ce que signifie l'identité dans différents pays. Parce que je le voyais sans cesse pendant le Covid, les actualités regorgeaient de fausses informations diffamatoires et les gens répétaient presque tout le temps ces propos. Cela a marqué le début de la révolution numérique, où nous avons commencé à agir ainsi. Ensuite, je me suis associé à certaines des plus grandes plateformes, comme l'Indian Express, encore une fois, comme les gars de Cable News Network, comme CNBCS en Inde. Et c'est là que, grâce à nos partenariats, nous sommes capables d'atteindre un large public, où nous travaillons avec de grandes marques, de grands pays, produisons du contenu autour d'eux qui porte des histoires humanistes derrière et le diffusons à un public mondial. Puis j'en ai eu assez et je me suis dit, bon, c'est super, c'est fantastique, mais en quoi cela apporte-t-il un changement significatif? Maintenant, nous diffusons seulement de l'information. Comment pouvons-nous réellement rassembler les communautés pour dire pourquoi ne pas s'attaquer à des problèmes comme la traite des enfants? Ou pourquoi rassemblons-nous les communautés pour dire eh bien, comment s'attaque-t-on à des domaines comme les lois autochtones qui étaient adoptées par différents gouvernements à travers le monde? Et c'est là qu'est intervenue la deuxième partie, où nous avons commencé à mettre en place le programme des ambassadeurs pour faire venir ces noms vraiment connus et reconnus, pour dire hé, regarde, tiens-toi à mes côtés, défends une cause et travaillons ensemble pour y parvenir. Parce qu'avoir une plateforme qui ne fait que diffuser de l'information, c'est bien et c'est formidable. Mais si elle manque de mordant pour avoir un impact, alors cela signifie que nous faisons plus de mal que de bien. Nous ne faisons pas de différence. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie, en disant eh bien, comment pouvons-nous réellement aider les choses à évoluer socialement pour le mieux? Comment collaborons-nous avec les marques? Les entreprises disent rejoignez-nous pour changer le monde. Une conversation à la fois pour le bien. C'est ainsi que j'ai commencé la seconde partie de mon voyage, ce qui m'a poussé à parcourir encore plus le monde. Pouvoir inviter des chefs d'État sur la plateforme, aussi bien en vidéo, en interagissant dans leur pays à travers des émissions télévisées, mais aussi en les recevant dans notre podcast. Et là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes la plateforme silencieuse qui murmure à l'oreille de certaines des personnes les plus influentes du monde, qui me connaissent personnellement, mais qui apprécient aussi l'éthique du travail que je fais. Et nous avons beaucoup de personnes à très haute valeur nette, des individus extrêmement fortunés, ainsi que des responsables gouvernementaux également. Quelle histoire impressionnante. Félicitations pour vos accomplissements et aussi comment nous avons assemblé tout cela grâce à vos recherches personnelles. Et c'est très similaire à ce que je fais aussi ici dans cette série et à quel point c'est complexe et important également. Je voudrais aborder certains points que tu as évoqués, Rajan. Donc, premièrement, en ce moment, en tant qu'organisation qui cible l'Inde, et l'Inde est en train de bien évoluer. En ce moment, c'est la 5e économie en termes de produits intérieurs bruts, mais en termes de population, c'est la première au monde. Il y a aussi beaucoup d'Inde parce que c'est un continent à bien des égards. Vous en faites partie avec votre diversité, mais il existe encore de nombreux mythes sur l'Inde pour ceux qui nous écoutent. J'ai par exemple travaillé avec de grandes institutions américaines qui en avaient le plus.
je dirais même de très mauvaises impressions et de très mauvais préjugés. Alors, parlez-nous de cela. L'Inde devient de plus en plus sophistiquée et de nombreux présidents directeurs généraux de grandes entreprises mondiales en sont originaires. Et puis, il y a beaucoup de rythmes différents et il y a aussi la manière dont l'Inde influence le monde à travers son héritage, sa culture, ses religions, sa forme de spiritualité. Donc, je veux aborder cela avant que nous plongions plus en profondeur. Alors écoute, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent, n'est-ce pas? En grandissant, tout le monde connaissait Indiana Jones et pensait que beaucoup d'entre nous mangeaient des cerveaux de singes et des yeux. Et tu serais surpris. Denis Guarda, il y a des pays où je vais où il y a encore beaucoup de mythes à ce sujet. Regarde, la réalité c'est qu'il y a beaucoup de cycles d'actualité qui aiment presque diaboliser les gens qui nous ressemblent. Et c'est quelque chose de malheureux. Et on le voit de plus en plus avec le temps. Il y a aussi une autre incarnation qui arrive. Et la réalité, c'est que le bon sens est tout sauf commun. Vous savez, les gens ne prennent pas le temps de faire des recherches. Ils préfèrent s'accrocher aux stéréotypes plutôt que de voir la réalité. Mais malheureusement, ces conversations absurdes que nous voyons actuellement parmi des personnes qui me ressemblent, non seulement en Inde, mais aussi dans le monde entier, mènent aux atrocités que nous voyons aujourd'hui au Royaume-Uni. Vous savez, le fait d'avoir cette couleur de peau olive signifie que vous n'avez plus votre place ici. Nous en avons vu l'incarnation en Ouganda avec Idi Amin, qui agissait pour des raisons politiques, non par ignorance. C'était surtout un mouvement politique. Le problème, c'est que cela ne concerne pas seulement ces nations, c'est aussi nous en tant que communauté. Nous sommes répandus, nous formons une diaspora plus grande à travers le monde que la plupart des autres communautés. Par Dieu, en 10 minutes de conversation, le taux de natalité a sans doute permis à des milliers de nouveaux Indiens de naître dans le monde. C'est à quel point nous sommes nombreux. Mais qu'avons-nous fait collectivement pour changer le récit de façon positive? À part jouer l'enfant modèle en disant « Voici un président directeur général d'origine indienne qui dirige une entreprise du FTSE 500. Super merveilleux, applaudissons-nous. » Qu'avons-nous fait pour aider à rendre la civilisation sur cette planète meilleure pour nous tous? Peu importe si vous faites partie des 50 nuances de brun ou non. Donc il y a un gros problème. Aussi, je crois qu'au sein de notre propre communauté, nous devons nous lever, parler des échecs dans la société et commencer à travailler ensemble pour changer cela. Ne pas se féliciter simplement parce que nous sommes nés avec la peau brune et que nous sommes, si vous croyez à la réincarnation, nés d'origine indienne ou d'extraction sud-asiatique. Donc je pense que les conversations que nous devons avoir en tant que communauté doivent aller plus loin et être plus profondes. Je pense que la question est, n'avons-nous pas simplement tout commercialisé? Et c'est un gros problème. Vous savez, tout à coup, être brun signifie que vous pouvez vous rattacher à une livre brune. Nous devons donc être plus vigilants et affirmer sur notre identité, pas seulement en prendre conscience. La couleur de ma peau, mon nom et même ma conception de la foi ne sont que des facteurs arbitraires de mon humanité, pas le principe défini. J'ose dire que cela paraît un peu hypocrite, mais c'est une philosophie orientale incarnant la véritable indianité à adopter. Je pense que c'est là où résident les problèmes. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont le monde nous regarde, mais du fait de la manière dont nous nous regardons les uns les autres. Et, plus important encore, comment résistons-nous à l'épreuve de l'examen à l'échelle mondiale? Dire que nous pouvons être une source de bien en tant que communauté, que nous pouvons nous rassembler et relever certains des plus grands défis qui se posent à l'échelle mondiale, que nous pouvons nous unir et dire « Très bien, tu sais quoi? Pas en notre nom, face aux problèmes climatiques constatés, comment y faire face ensemble? Rassembler notre communauté de la Silicon Valley au marché financier actuel comme au Guyana pour se demander comment collaborer pour résoudre ces problèmes. Dire que cela ne concerne que les personnes de couleur n'est pas excluant. Il s'agit de changer les schémas de pensée. C'est là que nous devrions aller en tant que communauté. Mais au lieu de ça, j'ai l'impression qu'on va dans la direction opposée. Vous savez, on s'appuie sur la couleur de peau. Ça ne peut pas être la voie à suivre, vous voyez? Donc, je veux être... Alors, abordons ce sujet. Il y a beaucoup de défis dans l'économie mondiale. Et bien sûr, comme vous venez de le mentionner et que vous l'avez déjà mentionné auparavant, il y a toutes les couches que cela implique. J'aime toujours regarder l'histoire et je vais peut-être devenir plus philosophique parce que dans ce contexte, je pense que vous êtes aussi écrivain et poète. Donc, vous voyez ce que je veux dire?
Nous avons plusieurs contradictions. D'un côté, nous avons la civilisation la plus avancée de l'histoire et en même temps, nous avons de meilleurs taux de développement que jamais en termes de statistiques. Nous avons une espérance de vie plus élevée car nous vivons plus longtemps. Même la personne la plus pauvre en Inde a aujourd'hui plus de capacités que jamais dans l'histoire. De plus, l'Inde a largement réduit la pauvreté. Une grande partie de la pauvreté en Inde a disparu, mais il en subsiste encore un certain pourcentage. Mais comparé à la taille du pays, c'est bien plus faible et c'est la même chose partout dans le monde. Mais en même temps, il y a un certain sens de dialectique et je dirais des disparités qui sont plus grandes que jamais dans l'histoire, principalement parce que les plus riches du monde possèdent désormais des capacités inédites, presque surhumaines. Disons-le ainsi, nous entrons maintenant dans l'ère de l'intelligence artificielle. Gardez donc à l'esprit que vous êtes en contact avec de nombreux dirigeants que vous avez rencontrés, toutes les différentes nuances du voyage, la découverte de différentes cultures, de différents pays et même de différentes façons de voir la discipline et le leadership. Et aussi, si vous regardez les statistiques, il y a très peu de pays qui sont démocratiques dans le monde. Eh bien, si vous incluez l'Inde, cela fait une grande différence parce que l'Inde représente une énorme partie de la population mondiale. Il y a bien moins de pays démocratiques que de pays non démocratiques en pourcentage. Et bien sûr, je pose une grande question, mais je voulais que ce soit une question ouverte. Si vous regardez, il y avait récemment une citation d'Harry, de l'écrivain Homo sapiens, qui a évoqué un point très intéressant. Autrement dit, si nous créons actuellement une super intelligence qui prolonge l'humanité. Donc, pour revenir à votre parcours, où vous avez côtoyé beaucoup d'humains à travers le monde et dans de nombreux pays différents, comment voyez-vous ces défis? Et aussi, surtout, du moins selon ma perception, il y a un grand risque de manque de compréhension de ce qu'est la transformation numérique, de ce qu'est la transformation par l'intelligence artificielle et de la façon dont cela va tout impacter si on place cela à une plus grande échelle. En tant qu'éditeur ou auteur, vous créez du contenu qui est ensuite traité par les intelligences artificielles. Cela et ces modèles économiques sont tous en train d'être bouleversés. Donc, c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, juste pour entendre un peu votre parcours et comment vous voyez ces choses-là. Vous en avez déjà parlé, mais je veux voir le positif. Tout ce que je fais est profondément basé sur mon propre esprit un peu farfelu, n'est-ce pas? Donc je considère que je suis sur cette planète. Je ne suis pas né dans un pays, je suis né sur la planète. Je veux en profiter au maximum, cela fait partie de mon expérience. Et cela signifie que mon entreprise doit s'accorder avec qui je suis, plutôt que moi m'adapter à l'entreprise. De cette façon, au moins, je peux continuer à améliorer le monde selon ma propre vision, mais aussi explorer le monde d'une meilleure façon pour mieux comprendre qui je suis et ce que cela signifie d'être ici. Le fait que l'intelligence artificielle ait un impact, en particulier sur des entreprises comme la mienne, est indéniable. Maintenant, il y a une légère nuance qui change. Quand je fais notre podcast, nous aurons un chef d'État. Et c'est une situation où l'on est comme une mouche sur le mur, où, en tant que public, vous pouvez écouter certains des plus grands esprits du monde dans ces pays, dans la plupart des cas, parler des questions qui comptent le plus, c'est du un contre un. Cela signifie qu'il n'y a aucune interruption. Voici une personne, voici moi et voici le public. C'est un joli pilier à trois voix où les concours mènent maintenant à cela, et cela se fait depuis un certain temps. Est-ce que cela signifie que tu as cette montée des influenceurs qui dit « Voici un pilier à trois voix ou à deux voix, moi et l'individu ». Et maintenant, ils font un commentaire respectueux sur cette interaction et ces personnes en tirent profit. Ils n'apportent vraiment aucune valeur à la conversation, mais tout ce qu'ils font, c'est recycler la conversation et gagner de l'argent grâce à cela via la vente de publicité. On s'oriente donc vers ce modèle économique. Et puis il y a un autre aspect, qui est l'intelligence artificielle où les gens demandent « Pouvez-vous résumer cela, s'il vous plaît ?» Donc maintenant, il ne s'agit plus d'une véritable conversation entre deux êtres humains, d'un échange réel et réfléchi, ressenti émotionnellement, qui transmet un message informant le public des questions clés qu'il doit connaître, qui aide à accroître sa compréhension du monde, mais aussi peut-être sa compréhension des affaires ou des processus. Mais maintenant, c'est juste devenu quelque chose d'arbitraire en disant « En fait, je veux un résumé de cela parce que je veux voir comment je peux l'appliquer. »
C'est là que l'intelligence artificielle va encore plus loin. Quels sont les dangers? C'est le fait que bientôt ces conversations deviendront presque comme quelque chose de zoologique. Parce que nous parlerons de tellement de choses après coup, plutôt que du fait lui-même, que tout cela finira par être dilué. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une conversation avec Museveni en Ouganda. Il est le président de l'Ouganda. Beaucoup de gens connaissent les Sud-Asiatiques à cause de ce qui s'est passé auparavant avec Idi Amin. Voici la voix d'un homme qui compte pour beaucoup de gens là-bas, car il est l'un des chefs d'État les plus anciens en Afrique. Donc, quand vous avez une conversation avec lui, vous entendez ses nuances, mais vous comprenez comment son monde pense, pourquoi il a pris ses décisions. Des discussions émotionnelles conduisent ensuite à des politiques économiques ou des changements de loi. Ou cela donne aux investisseurs la confiance d'y aller. Mais si quelqu'un devait prendre cette conversation et la résumer en 5 points pour qu'un family office puisse se demander est-ce que cela me donne confiance pour investir ou non? Cela peut donner un résultat unidirectionnel, mais pas toute l'analyse nécessaire. Cette conversation inspire confiance dans la direction de la nation. C'est désormais un problème vers lequel le contenu évolue. La source des conversations nous importe peu, seul le résultat final compte. Pour moi, cela devient très dangereux car cela ramène au cercle vicieux des stéréotypes. Tu comprends, Denis? À partir de ça, soudain, tu rassembles ces infos et les réutilises pour dire d'accord. Comment ça m'aide à fonctionner dans XNS et comment ça m'aide à atteindre cette partie? C'est une zone dangereuse, un véritable champ de mine, et il y a aussi un autre aspect. C'est si l'intelligence artificielle ce qu'elle fait effectivement. Et les algorithmes ont la capacité de vous donner uniquement les informations que vous voulez voir. Cela vous maintient dans cette bulle d'activité. Cela signifie que du contenu comme le nôtre. Vous pouvez prendre l'une de nos vidéos, la découper à l'infini, et vous pouvez avoir quelque chose qui contient soit des préjugés qui vous permettent d'avoir des préjugés, soit des éléments de contenu qui vous permettent de remettre en question le monde. Mais cet algorithme peut prendre les parties qu'il aime et les intégrer dans cette boucle agressive. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font cela parce que maintenant, la division équivaut au profit. Les contenus courts et percutants sont beaucoup plus faciles à consommer pour le public et cela signifie que vous pouvez mieux les monétiser. Mais ce que nous perdons alors, ce sont des conversations ouvertes qui peuvent réellement changer notre façon de voir le monde. C'est comme une réunion de policiers. Au départ, pour changer le monde, maintenant une grande fête de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons l'occasion de discuter de grandes opportunités qui rapportent de l'argent plutôt que de faire réellement une différence significative. C'est une réserve de ma philosophie, pas de Global Indian ni de votre réseau. Mais c'est là que résident les dangers. Je suis d'accord sur les dangers. Voyons le côté positif. Et je pense bien sûr que dans cette émission, j'ai mis en avant les opportunités et les défis. Et je veux juste lire quelques chiffres que je veux répéter. Si vous regardez surtout, vous évoquez l'économie créative. Donc, le marché de l'économie créative est estimé à 250 milliards et devrait doubler pour atteindre 500 milliards d'ici 2027, donc dans environ 2 ans. Et aussi, il y a 4,2 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde. Cependant, comme vous l'avez dit, le défi réside dans les questions philosophiques et les problèmes liés à l'utilisation et à la manipulation des données par ces intelligences artificielles, des outils sophistiqués. Ce que nous construisons en même temps, c'est comment nous créons des sources de revenus pour les créateurs et même pour les gens. Parce que bien sûr, officiellement, par exemple, d'ici 2026, la plupart des emplois de développement de logiciels auront disparu, donc c'est officiel. D'accord, que les gens aiment ou non. Et même moi, je pense que c'est le cas dès maintenant. Et ce sont des statistiques de cette semaine. Aux États-Unis, vous pouvez remplacer 15% des emplois par l'intelligence artificielle. Je sais que c'est incroyable, mais ce sont les chiffres. J'insiste surtout sur le fait de rester positif. Je pense que je n'en avais qu'un. Deux personnes dans ce podcast. En fait, l'une d'elles va bientôt être diffusée, qui était vraiment assez positive. Je pense que 99% des gens sont, comme nous, probablement plus inquiets. Donc, mais il y a une chose ici, effectivement, il y aura, surtout si on arrive à l'intelligence artificielle générale ou à plusieurs entités d'intelligence générale humaine, clairement, la perturbation sera bien plus grande. Eh bien, ma question pour toi, en tant que personne qui côtoie beaucoup de chefs d'État et de dirigeants, c'est donc, posons une première question.
À quel point sont-ils prêts pour ça? Commençons par cette question. D'accord, je pense que quand on parle de l'économie orange, ce que tu fais, honnêtement, je pense que beaucoup de chefs d'État pensent encore que c'est un terme agricole plutôt que quelque chose lié à la nouveauté. C'est simplement la réalité, non? Ce pays a gagné X grâce au pétrole. Tout le monde ferait semblant d'être d'accord, mais personne ne comprend vraiment la profondeur de ce qu'est réellement l'intelligence artificielle et comment elle peut le devenir. C'est absolument un bouleversement pour permettre aux économies de se redévelopper, de se reconvertir, de permettre aux gens d'être plus impliqués. Deuxièmement, je pense que beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle, pour eux, c'est simplement créer du contenu. Je pense que ça va plus loin. La vraie question est comment ne pas l'utiliser, comme la façon dont certaines sociétés de gestion l'ont utilisé récemment et se sont fait prendre lors d'audits et tout le reste. Mais comment peut-on réellement utiliser l'intelligence artificielle pour créer de nouvelles économies qui seront utiles? Vous savez, pas seulement les locaux physiques des centres de données, mais tout ce qui en découle comme dérivé. La question est donc, sont-ils vraiment préparés? Je ne pense pas qu'ils soient suffisamment préparés. Et la raison pour laquelle ils ne le sont pas, c'est parce que je ne crois pas qu'ils comprennent vraiment l'impact de tout cela. Cela s'explique en partie par le fossé générationnel. De nombreux chefs d'État sont aujourd'hui plus âgés que jamais. C'est un problème générationnel général. Et donc, ils ne comprennent pas vraiment les principes réels du monde, à part comment se faire réélire. Et c'est la réponse honnête et franche à cela. Autre point, s'ils en savaient davantage, comment cela les affecterait-il? Absolument, si on regarde même des choses simples en ce moment, quand on parle de l'espace et de la technologie spatiale, la plupart des gens pensent que c'est simplement envoyer un vaisseau spatial dans les confins du monde. On pourrait coloniser Mars, mais c'est plus profond que cela. Nous pouvons désormais envoyer des fusées et satellites pour informer sur l'activité dans certaines zones de pêche. Nous pouvons observer quels changements climatiques ont lieu et comment cela provoque l'érosion des sols, ainsi que tous les aspects liés à la sécurité et à la défense. Beaucoup de gouvernements, du moins ceux des marchés frontières, ne réalisent pas l'impact que cela aura sur leur avenir. Cela signifie d'abord qu'ils auront une meilleure sécurité des récoltes, indispensable même si les machines contrôlaient le monde demain. Les gens auront toujours besoin de manger, il faut donc observer la situation là-bas. Cela nous permet aussi de mieux surveiller les systèmes météorologiques qu'avant. Mais je ne pense pas que les petites économies réalisent ce que cela peut leur apporter, et il y a un danger à cela. Je ne sais pas s'ils font tous l'autruche collectivement. Oui, le jeu de mots est voulu. Peut-être qu'on ne connaît que ce qu'on sait, et l'ignorance passe inaperçue. Pour beaucoup, c'est encore un territoire inconnu, créant un fossé de connaissances. Vous savez, ils pensent à l'intelligence artificielle et ils ne pensent qu'à ChatGPT, et dans ce cas-là, ils l'utilisent presque comme Google. Vous savez, ce sont là les problèmes. Le Fonds monétaire international a également cité un rapport qui est récemment paru. 30 pertes d'emplois d'Inis Guarda. Qui cela va-t-il impacter dans vos services professionnels? Des gens comme nous au Royaume-Uni. 2 pour les gars aux États-Unis et certainement ceux qui sont à l'île Maurice, qui est une énorme porte dérobée vers les systèmes financiers mondiaux. Que demanderiez-vous au chef d'État de l'île Maurice sur ses actions à ce sujet? Et si vous leur demandiez des réponses concrètes, j'ose dire que les réponses seraient probablement assez alarmantes pour la plupart des gens. Beaucoup ignorent que les 10 prochaines années seront extrêmement transformatrices pour les gouvernements. La façon dont nous faisons des affaires va changer, la manière dont les médias fonctionnent va changer, les campagnes politiques vont changer. Mais la façon dont les économies montent et descendent sera ressentie plus rapidement que jamais auparavant, surtout maintenant que nos systèmes financiers sont plus indexés que jamais. Ce sont de grandes crises existentielles. La plupart des gens focalisés sur leur prochain mandat ne s'en préoccupent pas vraiment. C'est là que se trouve le problème. Le problème réside dans la réponse humaine à cela, pas dans la réponse économique. Je suis complètement d'accord avec toi, alors essayons d'être un peu moins alarmistes. Désolé mec, j'ai évidemment trop regardé les films Terminator, mais essayons de voir le bon côté des choses ici. Écoute, je pense que si les gouvernements comprennent le potentiel, cela peut non seulement changer la donne en matière d'attraction des investissements directs étrangers, comprendre comment le contenu peut être commercialisé et ensuite optimisé. Ceci est une partie. L'autre, c'est que si les gouvernements comprenaient et avaient la volonté, pas seulement le manque de savoir-faire. Nous pouvons modifier la corruption car désormais certaines choses peuvent être centralisées.
Cela signifie que lorsque nous avons des choses comme des portails d'approvisionnement, vous savez, maintenant nous luttons contre la corruption. L'argent va réellement aux gens. Cela aide à élaborer un plan de prospérité nationale. C'est quelque chose de génial que l'intelligence artificielle peut faire, n'est-ce pas? Si les gouvernements et les entreprises comprenaient ce que cela pouvait faire, nous pourrions avoir un enfant en Inde avec un ordinateur portable à 7 euros, pouvoir accéder à l'intelligence mondiale et apprendre à se réadapter ou à réapprendre sur les questions qui comptent le plus. Cela veut dire que de nombreux capital risqueurs soutiendront ces idées. Donc, l'avenir de ce cercle vertueux qui s'élève peut être absolument remarquable. Cela signifie que nous avons plus d'espace pour que les viviers de talents humains puissent s'y déployer. Fait intéressant, dans nos deux domaines, nous sommes engagés dans les arts et activités créatives. Les défis philosophiques de notre époque, eh bien, cela signifie que nous aurons plus d'exploration dans ce genre d'idées, une compréhension plus profonde de la façon de faire fonctionner des choses et des processus qui seraient révolutionnaires, donc il y a un aspect positif. Ceci est un panneau solaire pour des lunettes teintées de rose. Denise, le problème, c'est que j'ai peut-être assez voyagé là-bas, rencontré assez de gens pour que je m'inquiète un peu. Eh bien, le besoin humain n'est pas la proximité de la validation, de gagner des élections, mais le besoin humain d'altruisme. Est-ce que cela va s'accorder avec les opportunités que l'intelligence artificielle offre? C'est là qu'est l'équation. Je ne sais pas comment faire les calculs et équilibrer les comptes, tu vois? Alors, laissez-moi revenir au gouvernement et aux décideurs, parce que c'est l'un des défis que nous avons. Vous avez très bien abordé ce point, et cela, je pense, c'est probablement l'une des choses que vous mettez beaucoup en avant sur votre plateforme avec le travail que vous avez accompli. Avec 12 chefs d'État, plus de 100 ministres et donateurs d'IDNet World, ainsi que des familles et des individus du réseau. Donc, il y a clairement un grand défi dans la façon dont nous abordons tout d'abord l'éducation, la manière dont nous positionnons également la connaissance et l'intelligence. Parce que, comme tu l'as dit, si des gens comme nous ont du mal, imagine le reste. Mais je veux aborder cela d'une manière qui va au-delà des clichés, parce que le défi est là. Le cliché engendre le nihilisme et il crée aussi normalement du scepticisme. Et les personnes qui sont nihilistes ou sceptiques, elles ne croient en rien et elles deviennent des extrémistes. C'est l'un des plus grands défis mondiaux, mais il y a aussi autre chose. Je dis cela dans cette série depuis des années et j'interviewe certaines des personnes les plus influentes en intelligence artificielle sur la planète. Il y a un autre niveau de connaissance et un niveau de défi, que cela nous plaise ou non. Nous allons avoir une nouvelle espèce qui, au bout du compte, nous avons l'Homo sapiens. Maintenant, nous allons avoir une espèce qui est, d'une certaine manière, ils disent bonjour, mais ce n'est pas Hélène. Elle est créée avec notre intelligence, mais elle a une capacité d'évolution. Donc, sous cet angle, bien sûr, nous entrons dans les couches de la science-fiction, mais je veux revenir sur votre travail avec les gouvernements, les family office et ainsi de suite. Donc, je pense que l'une des choses dont j'ai été très conscient, c'est le manque de compréhension et le manque de récit et d'une certaine manière de narration parce que, par exemple, vous avez mentionné, par exemple, le défi avec les influenceurs et les leaders d'opinion, mais ce sont les seuls emplois que vous aurez à l'avenir et nous avons 80 milliards de personnes. C'est comme si vous aviez le gourou spirituel. Vous allez avoir des gourous spirituels numériques, peu importe comment on les appelle. Mais comment voyez-vous cela? Je reviens sur les dirigeants, car le problème est qu'ils ne prennent pas cela au sérieux. Et je veux juste rendre la question un peu plus complexe, mais j'aimerais provoquer. L'économie mondiale tourne autour de 100 000 milliards de dollars et l'économie non conventionnelle ou l'économie noire est d'environ 125 000 milliards, plus ou moins. Et la somme de toutes les plus grandes entreprises du monde, les 7 premières, équivaut à l'économie noire. Donc, nous avons déjà un grand écart qui n'a jamais été aussi important, bien sûr, dans l'histoire. Il y avait, par exemple, des rois qui avaient tout. Vous avez encore cela dans beaucoup de pays. Mais le défi, c'est la vitesse. La vitesse est le plus grand défi que nous ayons. Parce que cela se produit en 6 mois, le niveau de connaissance qui s'est produit en 6 mois. Et ce n'est pas moi qui le dis. Tous les grands acteurs de l'intelligence artificielle parlent de certaines occurrences imminentes de l'intelligence artificielle G, ou du moins de certaines choses basiques. Nous n'en sommes qu'au début.
Mais dans 3 à 5 ans, si l'espèce que nous créons prend le dessus ou devient consciente, ce sera un vrai problème. Ils peuvent prendre des décisions inimaginables, même s'ils exigent une énergie comparable ou d'être stoppés, comme vous l'avez dit. Donc, pour revenir aux dirigeants, comment pouvons-nous faire entendre cela? Parce qu'en réalité, ce n'est pas entendu, ce n'est pas perçu. Le défi est aussi que ce n'est pas intégré à l'économie. Nous créons tout cela, pourquoi? Pour mettre les humains hors du circuit. Oui, c'est exactement ça, parce que tu as mis le doigt dessus, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, tu te tournes vers un gouvernement. Voilà ce que l'intelligence artificielle peut faire, et ils l'entendent bien. Je dois créer des emplois pour mes électeurs, et cette chose promet de rendre les choses plus efficaces, mais aussi de supprimer des emplois. Comment équilibrer ce livre maintenant? La vraie question, c'est de se demander qu'est-ce qu'ils y gagnent, qu'est-ce qu'il y a dedans. Les gouvernements doivent prendre cela au sérieux et agir. Le problème, c'est que comme dans n'importe quelle industrie, y compris l'intelligence artificielle, il y a le bon, le mauvais et le carrément laid. Il y a beaucoup de charlatans, des consultants, qui conseillent à ces gouvernements sur des sujets qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas suffisamment. Les gouvernements dépensent beaucoup, mais les résultats ne suivent pas. Première question, comment obtenir de l'engagement? Nous l'avons divisé ainsi. Nous avons beaucoup de chance car notre podcast est écouté par plus de 22 chefs d'État et plus de 350 ministres et nous avons un bassin de marché net de notre audience de plus de 63 milliards en capital privé. Cela signifie qu'ils reçoivent mon contenu chaque semaine sur leur téléphone portable, sur leur numéro direct. C'est une conversation en tête-à-tête dans laquelle nous réunissons les esprits pertinents pour, disons, aider à éduquer ces gars-là parce qu'ils ne savent pas assez de choses. Et même si vous êtes chef d'État, vous ne pouvez jamais avoir assez de bons conseils. Première partie, comment préparez-vous la conversation? La deuxième partie est donc de se demander comment permettre à ces gouvernements d'agir sans passer par une technique de vente. C'est un peu comme tout ce qui se passe autour de la conférence des partis 25. Mais comment permettre à ces gouvernements de vraiment comprendre? Voici comment cela va révolutionner les choses. C'est ce qui va vous aider à gagner une élection. Mais plus important encore, et c'est là la différence philosophique essentielle, créer une véritable prospérité nationale. Une fois la conversation lancée et des moyens d'expression trouvés, je pense que tout devient plus facile. L'intelligence artificielle peut être une chose révolutionnaire pour cela et elle peut changer le destin même des nations. Nous pouvons avancer dans la bonne direction car nous avons surtout besoin de confiance, de familiarité et de connaissance. Ce sont les 3 éléments qu'il faut combler en tant que lacunes. Quels sont les obstacles? Selon moi, le principal est que l'intelligence artificielle est systématiquement liée à l'argent. Ils estiment que la mise en place de ces systèmes coûterait trop cher au gouvernement, ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Deuxièmement, si je mets en place quelque chose qui a la capacité de créer une transparence réelle, absolue et fondamentale, votre public sait où je veux en venir et vous aussi, Denis. Si vous pouvez créer une transparence absolue, combien de gouvernements voudraient cela? Aussi, et ça c'est un élan de génération. Je pense que là où nous devons aller à partir d'ici, c'est aider à donner du pouvoir à la prochaine génération de leaders. C'est le seul endroit où nous pouvons intervenir. Les personnes qui cherchent à devenir chef d'État, celles qui veulent entrer dans ce domaine, les personnes qui vont arriver lors des prochaines élections et les aider à comprendre la puissance que ces programmes peuvent avoir pour eux. Alors nous avons une chance de faire collectivement quelque chose de meilleur en tant que civilisation. Je pense qu'une autre partie de cela mène à l'étape suivante, et je sais que nous devenons très profonds et philosophiques, mais c'est ce que cela signifie. Pour être humain, nous devons avoir de la profondeur dans notre réflexion, et pas seulement sur les réponses arbitraires concernant combien d'argent on tire des choses. La prochaine étape consiste à dire que nous avons besoin d'un réajustement mondial dans la façon dont nous nous regardons en tant que nation en ce moment. Le pays X est lié au pays Y, car tous ont un déficit et tentent de rivaliser. Dans cette volonté de créer et vendre des produits ou entreprises pour gagner de l'argent. Et donc, c'est une guerre, mais dans une dimension différente. Ce que l'intelligence artificielle va nous montrer très rapidement, c'est qu'il va y avoir des poches de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas. Les personnes qui contrôlent l'information et celles qui seront abusées par cette information contrôlée. Tout le monde doit donc entrer dans la course maintenant. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Vous avez entendu parler de l'informatique quantique, mais ils ont aussi mentionné que dans les 10 prochaines années, le consensus combiné de l'intelligence artificielle surpassera l'exposition humaine aux expériences.
C'est fondamental. Cela signifie que ce n'est plus le cas maintenant, et je ne parle pas des films des années 80 maintenant. Nous allons entrer dans un monde pour lequel aucun de nous n'est préparé, car nous ignorons beaucoup les uns des autres. Nous n'avons aucun doute sur ce que signifie être humain. Mais maintenant, nous allons être en concurrence avec quelque chose de bien plus intelligent que nous, qui a la capacité de nous surpasser intellectuellement, de mieux performer que nous, de travailler plus que nous. Voilà notre future concurrence. Combien d'entre nous sont prêts à rivaliser? Combien d'entreprises seront capables de le faire? Combien d'organisations, d'associations caritatives seront capables de contrôler le récit? Comment inciter les gens à gérer les problèmes humains? Combien de gouvernements pourront vraiment participer au Forum économique mondial? Et de répondre aux questions délicates que l'intelligence artificielle peut poser, qui révèle quels sont les problèmes? Je pense que ce que nous avons fait, c'est que l'intelligence artificielle a collecté la conscience humaine des expériences. Nous aurions libéré la bête dans la boîte de Pandore. Cela pourrait en fait devenir une idée bienveillante pour ceux vers qui nous nous dirigeons, ou cela peut devenir notre destruction totale. Tout dépend de qui tire les ficelles, n'est-ce pas, Denis? Tu sais exactement de quoi je parle ici. C'est presque des allégories de mots entre les mots. C'est là où nous allons. Oui, et l'histoire nous dit que tout ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'inventer la roue. Donc, l'une des choses, et je suis conscient du temps, donc tes récits ont été publiés dans Time et dans de nombreux grands médias internationaux. Donc, tu es aussi un explorateur, un poète, un journaliste et une personnalité du monde des affaires. Et tu as parlé d'identité et de migration. Et nous avons discuté de la façon dont l'intelligence artificielle est en train de transformer la société. Bien sûr, le journalisme, la diplomatie et les diasporas, parce qu'en ce moment, nous luttons dans tous les pays avec les immigrants, mais l'intelligence artificielle va devenir un autre immigrant, disons-le comme ça, et ce sera encore plus perturbateur. Je voudrais donc revenir sur votre travail avec les événements Global Indian que vous avez lancés en 2019 pour favoriser les connexions. Nous avons collaboré avec des chefs d'État, des ministres, etc. Donc, je suis sûr, comme vous l'avez dit, que le défi est d'expliquer tout cela au gouvernement, mais comment les gouvernements peuvent-ils donner un sentiment d'urgence à ce sujet? Parce qu'en ce moment, si vous regardez les médias, on ne parle que d'immigration, de corridors commerciaux, de conflits et encore de quelques guerres. Ironiquement, les gens ne comprennent pas. Nous restons au-dessus et créons une technologie qui va tout bouleverser. Pour revenir à votre expérience et en étant très concret ici, disons que je ne sais pas si un ministre nous écoute et je suis sûr que certains le feront, vous et moi avons travaillé avec de nombreux ministres. Comment pouvons-nous leur faire comprendre qu'ils doivent agir maintenant, sinon leurs enfants auront des problèmes et tous nos enfants aussi? Selon votre expérience personnelle et au sein de votre organisation, quelles seraient les 5 choses principales dont vous parleriez? D'accord, donc pour m'aider à préciser, un ministre de quel portefeuille? Tout ministre, car cela concerne tout. Allons-y pour un premier ministre, le chef du gouvernement, c'est ça. Je pense que les 5 points clés, honnêtement, et je vais parler concrètement, donc pas de baratin, c'est direct et sans détour. Ils doivent comprendre comment l'intelligence artificielle va les aider à gagner les élections, à se faire réélire, parce qu'en réalité, c'est tout ce qui les intéresse. La deuxième chose, c'est comment vont-ils pouvoir tenir les promesses faites? Vous savez, si vous dites « je vais lutter contre la corruption, je vais réduire la corruption ». Dan, je vais créer plus d'emplois, je vais faire ceci, cela, cela. Comment l'intelligence artificielle deviendra-t-elle votre meilleur ami et ange gardien pour que cela se réalise? Troisième point essentiel, à qui faites-vous confiance pour écouter cette conversation? Car tout se joue ici. Il vous faut un confident. Nous sommes chanceux chez Global India Network. Ces golems connaissent depuis des années, qu'ils soient dans l'opposition ou chef d'État actuel, parce qu'ils ont vu mes voyages à travers le monde. Et nous avons maintenu la relation, donc c'est là que nous restons impliqués. La quatrième partie consiste à ce que les électeurs comprennent ce que sont les promesses, quelles promesses peuvent être tenues et comment l'intelligence artificielle peut être mise en œuvre pour que cela se réalise. Cela instaure désormais une responsabilité, ce qui est très important. La cinquième partie aborde l'intégration dans la chaîne de valeur mondiale. Nous travaillons actuellement avec des ressources, n'est-ce pas? Donc, nous disons, si j'achetais du bois d'ici à ce prix, je pourrais l'envoyer là-bas. Et c'est la valeur de la marchandise. Ou si c'est de l'or ou des diamants, n'importe quoi d'autre, ou même du rutile, dans lequel nous entrons maintenant. Parce que cette ère numérique ne concerne plus seulement la marchandise,
mais son utilisation dans la technologie. C'est le plus grand pouvoir en ce moment, non? Avec la multiplication des centres de données dans le monde, j'en ai vu en Uruguay et ailleurs. Nous étudions aussi les lois sur les centres de données. Il est crucial de protéger, car de nombreuses informations sont sensibles, puis nous analysons les risques de sécurité. Des choses comme le terrorisme sont plus présentes que jamais auparavant, et pas forcément de la manière dont on l'imagine. Ainsi, ces personnes peuvent se réunir en présentiel dans un forum pour discuter de ces problèmes de façon à inspirer confiance et favoriser la familiarité. Et ensuite, il s'agit pour les bons investisseurs en capital risque, les bons soutiens, d'appuyer ces mécanismes en créant un point d'entrée moins coûteux et plus souple à mettre en œuvre au sein de ces gouvernements. Actuellement, nous constatons malheureusement la même chose qu'avec le changement climatique. J'ai donné une conférence pour le Commonwealth il y a des années, devant tous les chefs d'État et ministres. Nous essayons de lutter contre le changement climatique avec ces technologies coûteuses, car beaucoup y voient une vache à lait. C'est la chose la plus absurde qui soit. Nous sommes tous assis dans le même fichu bateau, si le bateau coule. Peu importe si vous êtes assis en première classe ou en classe économique, nous savons tous comment ça va finir, n'est-ce pas? Même chose avec l'intelligence artificielle. Les consultants doivent arrêter de vouloir facturer un supplément. Et nous avons besoin d'un changement philosophique pour nous demander comment préparer tout le monde à la prochaine vague qui va arriver. Si nous pouvons le faire de manière pragmatique, nous avons une chance d'avancer, sinon nous n'en aurons pas. Même si vous survivez aux 5 prochaines années, que se passera-t-il lors du prochain cycle électoral? Et ils doivent ressentir la pression de cela. Sachant que maintenant, nous avons un produit dans lequel il ne devrait y avoir aucune intervention humaine. À mon avis, pour s'assurer que c'est impartial, c'est là que la programmation entre en jeu. Ils peuvent dire, si vous avez commis de la corruption pendant que vous étiez au pouvoir, vous serez désormais soumis aux enquêtes, parce que tout sera centralisé, tout sera visible. Alors cela devient intéressant, mais il y a une mise en garde à ce sujet. Ensuite, il y a aussi des problèmes qui surviennent de l'autre côté. La conclusion pour votre public, c'est que nous entrons dans une ère sans précédent. Beaucoup de gens prennent le contenu de l'intelligence artificielle, le conceptualisent et le rendent très intellectuel. En réalité, cela affecte de vraies personnes. Cela va toucher le monde de l'encadrement médiatique en termes de la façon dont nous regardons le contenu, dont nous absorbons le contenu et de la manière dont cela va impacter la société de demain. Nous avons constaté les divisions au Royaume-Uni et les conséquences des algorithmes, notamment les violences entre personnes. Je l'ai constaté lors de mes propres voyages. Nous allons voir son impact sur les entreprises, nous verrons son impact sur les valorisations et aussi nous verrons son impact sur les pertes d'emploi. La seule façon de gérer cela est de changer philosophiquement notre manière de voir les affaires. Nous savons qu'il est difficile d'obtenir un emploi stable. Les humains ne changent pas et c'est aussi un fait. Si vous regardez l'histoire, nous n'avons pas changé depuis Homo sapiens ces 10 dernières années. Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer pourquoi, tout en améliorant ma réponse. Quand nous avons créé le réseau indien mondial, tout le monde pensait « Quelle idée folle et farfelue que Rajan a en tête, tu sais, altruiste. Comment pouvons-nous changer le monde ?» Une conversation à la fois, et puis ça a commencé à fonctionner quand il y a eu les problèmes qui se sont produits en Afrique du Sud. Cela se serait passé en vase clos car Julius Malema aurait fait comme Julius Malema et le monde n'en aurait rien su. Grâce à notre réseau, ces émeutes ont soudainement été exposées. À Trinité et Tobago, l'ancien chef d'État s'était publiquement opposé à cela. Puis des membres de la Chambre des Lords en ont parlé. Parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons offert la possibilité de rendre publiques des questions qui, la plupart du temps, restaient confinées dans des silos. Cela montrait que notre communauté était plus empathique. Lorsque nous avons commencé à voir l'augmentation de la traite qui se produisait dans des endroits comme les États-Unis, nous avions une ambassadrice, Naila Amin, dont le travail a ensuite changé la législation à New York pour créer la loi Amin, qui a empêché tout enfant de moins de 18 ans de se marier, même pour des raisons religieuses. Nous pouvons créer un monde meilleur et plus connecté si nos médias sont renforcés. Avec le soutien des sociétés de capital risque, nous pouvons créer quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est créer une empathie combinée. Parce que maintenant, nous comprenons le contenu et nous comprenons le contexte du contenu, nous pouvons alors commencer à apporter du changement. Le fait est que c'est possible. Cela signifie simplement que les bonnes voies, les bons produits qui existent sont ceux qui ont besoin du soutien d'une masse financière.
Des éléments qui réunissent l'expérience humaine et surtout exposent à certains problèmes. Parce que ce sont ces choses-là qui deviennent ensuite l'avenir de demain, parce qu'elles créent des mouvements. Un public élargi profite aux entreprises et au public, créant un cercle vertueux. Ce que nous avons accompli au sein du réseau indien mondial est le plus grand coup de l'histoire des gens. Avons-nous seulement créé une immense encyclopédie de l'expérience humaine? Mais nous avons relié toute l'essence de la société autour d'une idée commune, ce qui signifie que c'est possible. Tu sais ce que tu as accompli, Denis en est la preuve. Tu as pris l'intelligence artificielle que tout le monde pensait être une matrice ou le Terminator. Tu la simplifies en idées vraiment simples que les gens peuvent saisir, mordre et mâcher. Cela nous permet d'avoir davantage conscience de ce qui va arriver. C'est possible, il suffit juste d'un peu de publicité optionnelle autour pour que ça fonctionne pleinement. C'est mon moment, Jerry Springer. Non, 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 non. Et je suis content qu'on termine sur une note positive. Donc pour la dernière question, et je sais qu'on a dépassé 1 heure, donc on va sûrement faire beaucoup de choses sérieuses. Donc, nous avons bien sûr parlé de votre organisation. Et il y a le travail que vous faites dans impliquant beaucoup de personnes différentes, beaucoup de dirigeants différents, pas seulement des dirigeants, mais aussi, comme vous l'avez dit, des personnes qui apportent de l'empathie, parce qu'il est vraiment important que l'empathie soit présente. Et comme vous l'avez dit, c'est ainsi que nous créons cette dynamique, parce qu'il s'agit de voix qui écoutent d'autres voix. Parce que le défi en ce moment, c'est que nous avons, je dirais, un média monoaccordique. Pour des acteurs comme nous, il devient de plus en plus difficile de se faire entendre. Parce que même s'il existe encore toutes ces sortes de plateformes de growth hacking, elles dépendent toujours de coûts assez importants que vous devez gérer avec les grands acteurs de la Silicon Valley. Donc, pour finaliser votre vision du réseau indien mondial et aussi comment les gens peuvent s'engager, les personnes qui nous écoutent depuis l'Inde et, j'en suis sûr, d'autres endroits dans le monde. J'aime toujours avoir de l'empathie, comme vous l'avez dit, même si une seule personne écoute ce podcast et s'engage avec vous. J'espère qu'il y en aura plusieurs. Mais il y a toujours des opportunités et aussi les gens ont été très positifs à ce sujet. Il y a plus de choses que les gens peuvent ne faire qu'ils ne peuvent pas faire, mais tout dépend de la façon dont tu vas t'y prendre. Je pense vraiment que c'est la seule chose que je... L'objectif du réseau indien mondial a toujours été et reste de changer le monde, une conversation à la fois. Qu'il s'agisse des affaires via notre portail professionnel de marque ou de la santé. Aborder la santé, la sexualité ou l'identité, c'est déconstruire les idées sur l'identité. Cela signifie que si vous voulez voir le monde avec nuance et non du bruit, nous sommes la plateforme à écouter. Parce qu'il n'y a personne d'autre sur cette planète qui a parcouru ces pays, rencontré ces personnes. Aucune autre plateforme au monde ne propose ces histoires. Et ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez le voir aussi sur la plateforme. Quel changement est-ce que je veux apporter? Parce que ça ne sert à rien de faire un business s'il n'a pas un impact positif sur l'expérience humaine. Pour tous, le changement que je veux que le monde fasse, c'est que nous commencions à avoir des conversations plus nuancées, des discussions profondes, sans titres accrocheurs, qui brisent les stéréotypes et nous relient dans le monde. Nous en avons plus que jamais besoin. Dinis Guarda parce que la réalité c'est que demain, lorsque la plateforme d'intelligence artificielle de A commencera à évoluer, où nous aurons désormais des présentateurs intelligence artificielle ou même des films seront réalisés, des chansons écrites du point de vue de l'intelligence artificielle, les médias et le contenu que nous écoutons façonneront le monde dans lequel nous vivrons demain. C'est ce qui est important en ce moment, que nous ayons plus d'histoires humaines qui sont faites sans agenda. Si vous regardez notre travail, il est fait sans agenda. Nous ne vous disons pas comment est une personne, nous vous expliquons comment est la situation et le contexte qui l'entoure. Donc cela signifie que nous ne sommes le porte-parole d'aucune nation. Mais nous sommes une plateforme très ouverte qui fait ce que les êtres humains font de mieux, c'est-à-dire avoir une conversation sans crainte ni parti pris. C'est un aspect important de cela. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Bien sûr, je souhaite que davantage de personnes nous rejoignent dans cette quête, ce mouvement des esprits. Et ce que je voulais faire, c'est aller au-delà de ma vie et de la tienne. Ou d'autres personnes perpétuent cet esprit en disant « Voici le dernier bastion de l'espoir humain » au lieu de vivre isolé dans le monde entier. Maintenant, nous avons une conversation à double sens où tout le monde peut s'impliquer pour remodeler l'avenir pour nous tous, parce que nous le méritons en tant que communauté.
C'est ce que je recherche et pour moi personnellement, mec, ça a été un sacré voyage jusqu'à présent. Tu sais, je peux voir le monde tel qu'il est, plutôt que comme je suis. Je suis plutôt heureux, non? Tu peux voyager, tout vivre, des prises d'otages au feu de camp sur ton bateau. C'est une expérience tellement merveilleuse et je veux que plus de gens puissent vivre ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que ça change la vie. Et s'ils ne peuvent pas voyager, qu'ils écoutent ce foutu podcast. Ça t'épargne toute la douleur et l'agonie, non? Mais qu'est-ce que c'est? En tant que mouvement, il devrait y avoir plus de gens qui font ça. Eh bien, j'apprécie cette énergie merveilleuse et la façon de conclure cette heure fantastique. Donc, nous allons mettre en avant votre plateforme, votre travail, et pour les personnes qui nous écoutent, veuillez suivre Rajan et interagir avec lui car c'est vraiment un objectif fantastique et, comme vous le voyez, passionné. Et aussi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous travaillez en termes de leadership. Donc, probablement la dernière chose, c'est où les gens peuvent vous trouver. Je sais que nous mettrons tous les liens, mais venant de vous, Oui, c'est mon pitch Dragon Zen de 60 secondes où vous pouvez me trouver. Et non, ce n'est sur aucun site de rencontre. Je suis heureux en mariage, d'accord? Donc, si vous voulez en savoir plus sur le podcast, c'est super simple. Tout est sur le Global Indian Network. C'est www.globalindiannetwork.com. Allez dans la section podcast, tout y est et c'est entièrement gratuit. Je crois que les conversations qui changent le monde faites par des gens pour des gens devraient être gratuites. Il n'y a pas de mur payant et il n'a jamais été question d'en mettre un non plus. Donc c'est le premier endroit où vous pouvez aller si vous voulez vous connecter sur les réseaux sociaux. Vous m'avez Rajan Nazran sur Instagram, vous avez Facebook ou bien l'équipe de Global Indian Network sur les comptes Instagram. Retrouvez-nous là-bas et découvrez toutes nos vidéos ainsi que du contenu sur YouTube. Si vous êtes une entreprise voulant changer le monde et harmoniser avec les communautés, et aussi vous impliquer dans le réseau que nous avons, vous pouvez me contacter sur nasranroth.com qui est notre branche commerciale. Cela améliore le fonctionnement et nous avons un grand système de paris. Nous pensons que nos actions doivent toujours créer un cercle vertueux. Nous sommes sans doute une entreprise différente qui s'installe. Mais les valeurs humaines ont un sens et donc ce ne sont pas seulement des choses que nous disons. Ce sont aussi des choses que nous devons mettre en pratique. C'est là que sont tous les détails. Encore plus. Donc, vous pouvez simplement me contacter par l'intermédiaire de Denis. C'est la façon la plus simple d'avancer. eh bien, merci beaucoup, Rajan. C'était vraiment un honneur. Et pour ceux qui nous écoutent, nous allons faire encore plus de choses avec Rajan. Je pense que ce n'est que le début. J'aime vraiment sa vision et ce qu'il fait, et surtout la passion qu'il met dans les choses. Ce n'est pas simple et il est aussi facile de devenir cynique ou tout remettre en question ou développer une théorie du complot où chacun serait contrôlé par quelque chose. Au final, des gens comme nous travaillons et des gens comme vous nous écoutent partout dans le monde. Qui que vous soyez, Rajan, nous n'avons pas mentionné que vous avez aussi un réseau de dirigeants africains. Donc, nous mettrons tous ces liens et la biographie qui est intéressante et importante ici. Donc, nous réserverons cela pour une Afrique spéciale qui vous tient à cœur et que je dois faire, surtout l'Inde. Rajan, ce fut un honneur. Merci d'être ici et merci à notre public. Veuillez vous engager, étudier Rajan, allez sur sa plateforme, apprenez et découvrez des perles de sagesse incroyables et des choses qui peuvent changer votre vie. Mon Dieu, tu as vraiment la langue bien pendue, n'est-ce pas, Denis? Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis de m'adresser à votre public incroyable. Et ce n'est pas pour m'auto-féliciter, mais bravo à des gens comme toi. Parce que dans tout ce périmètre de l'expérience humaine, il est important que nous ayons de vraies voix qui ont un impact énorme sur les gens. Nous vivons dans un monde où des propos absurdes engendrent des atrocités. C'est pourquoi des voix comme la tienne comptent. Cela nous permet de remettre les choses en contexte et d'agir pour les générations futures. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager vos avis, vos questions ou un sujet que vous souhaitez voir la prochaine fois dans les commentaires. Mon équipe et moi lisons vos commentaires et adapterons nos prochaines vidéos selon vos retours. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. D'ici là, restez en bonne santé et informés.